Chapitre 2. Comment développer la confiance en soi. Il y a 5 ans, Monsieur Carnegie, je suis allé à l'hôtel où vous donniez une conférence d'information sur l'art de communiquer. Je me suis avancé jusqu'à la porte de la salle. Et je me suis arrêté. Je savais que, si j'entrais et m'inscrivais au cours, je devrais, tôt ou tard, faire un discours. Ma main s'est figée sur le bouton de la porte. Je n'ai pas pu entrer, j'ai tourné les talons et quitté l'hôtel. Si j'avais su alors à quel point vous rendez facile de vaincre la peur de parler en public, je n'aurais pas perdu 5 ans. L'homme qui faisait cette révélation n'était pas assis à une table ou à un bureau. Il s'adressait à quelques 200 personnes. C'était la séance de remise des diplômes, dans le cadre d'un de mes stages de New York. En l'écoutant, je fus frappé par son calme et son assurance. Voici un homme, pensais-je, dont les facultés de leader vont s'accroître grâce à la confiance et à la facilité d'expression qu'il vient d'acquérir. Tant animateur du stage, j'étais enchanté de constater qu'il avait vaincu sa peur, mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il aurait mieux réussi encore, et surtout été plus heureux, s'il avait remporté cette victoire 5 ou 10 ans plus tôt. Emerson a dit, la peur fait échouer plus de gens que n'importe quel fléau au monde. J'ai été à même de le constater et je suis heureux d'avoir pu délivrer des milliers de personnes de cette peur. Quand j'ai commencé, je ne me doutais pas que ma méthode se révélera être une des plus efficaces qui soit pour aider les gens à se débarrasser de leurs craintes. Apprendre à parler en public est le moyen naturel de surmonter la timidité et de développer courage et confiance en soi. Pourquoi? Parce que cela nous met aux prises avec nos craintes. Au cours des années passées à entraîner des hommes et des femmes à parler en public, j'ai recueilli des idées qui vous aideront à surmonter votre trac et à développer votre assurance en quelques semaines de pratique. Premièrement, cherchez les raisons de votre crainte de parler en public. Fait numéro 1. Votre cas n'est pas unique. Des statistiques pratiquées dans des universités révèlent que 80% des étudiants inscrits au cours d'éloquence ont le trac au début. Ces chiffres sont encore plus élevés chez les adultes. Fait numéro 2. Une certaine dose de trac est utile. C'est une réaction naturelle qui nous prépare à affronter des circonstances inhabituelles. Ainsi, lorsque votre pouls et votre respiration s'accélèrent, ne vous inquiétez pas, votre corps, toujours sensible aux stimulations extérieures, se prépare à l'action. Deuxièmement, préparez convenablement. L'orateur principal à un déjeuner du Rotary Club de New York, il y a quelques années, était un membre éminent du gouvernement. Nous étions impatients de l'entendre décrire les activités de son ministère. De toute évidence, son discours n'avait pas été préparé. Il essaya d'abord d'improviser. N'y parvenant pas, il sortit de sa poche une liasse de notes, manifestement en désordre. Il se battit maladroitement avec ses papiers pendant quelques instants, et se montra de plus en plus embarrassé. À mesure que le temps passait, il devenait plus confus, mais il continuait, s'excusait, essayait de tirer parti de ses notes et levait d'une main tremblante un verre d'eau jusqu'à ses lèvres desséchées. C'était triste. Il s'assit enfin, et me parut être l'orateur le plus humilié que j'ai jamais vu. Il avait prononcé son discours comme Rousseau dit qu'on doit écrire une lettre d'amour, commencer sans savoir ce qu'on va dire et terminer sans savoir ce qu'on a dit.
Depuis 1912, j'ai eu à juger plus de 5000 interventions en public par an. De cette expérience, une grande leçon s'est dégagée pour moi, à savoir que seul l'orateur qui sait préparer peut avoir une belle confiance en lui-même. Comment peut-on espérer renverser la forteresse de la peur si on la combat avec des armes défectueuses ou sans munitions? Je crois, a dit Lincoln, que je ne serai jamais assez vieux pour parler sans embarras quand je n'aurai rien à dire. Si vous voulez développer votre confiance en vous-même, pourquoi ne pas faire la seule chose qui puisse vous la donner? L'amour parfait, a dit l'apôtre Jean, bannit la crainte. La parfaite préparation aussi. Daniel Webster affirmait qu'il ne songerait pas plus à paraître devant un auditoire à demi vêtu qu'à demi préparé. N'essayez jamais d'apprendre votre texte par cœur. Parfaite préparation, est-ce à dire apprendre par cœur? À cette question je réponds catégoriquement non. En essayant de prévenir les dangers du trou de mémoire devant le public, de nombreux conférenciers tombent dans le piège du par cœur. Ils sont alors esclaves d'une méthode de préparation qui dévorera leur temps et enlèvera tout impact à leur discours. Quand H.V. Kaltenborn, célèbre commentateur de radio, était étudiant à Harvard, il prit part à un concours oratoire. Il choisit une courte nouvelle intitulée « Messieurs, le roi est ». L'apprit par cœur. Il se la récita plus de 100 fois. Le jour du concours, il énonça le titre « Messieurs, le roi ». Puis il eut un trou, le vide total. Il était atterré. En désespoir de cause, il se mit à raconter l'histoire à sa façon. Il fut le plus surpris d'eux tous quand les juges lui octroyèrent le premier prix. Depuis ce jour, H.V. Kaltenborn n'a jamais lu ou récité un discours. C'est le secret de sa réussite à la radio. Il prépare quelques notes et parle avec naturel à ses auditeurs, sans papier. Écrire et apprendre par cœur un discours, c'est perdre du temps, gaspiller de l'énergie et courir à l'échec. Dans la vie, nous parlons spontanément. Nous ne pensons pas nos mots. Nous pensons nos idées. Si nos idées sont claires, les mots viennent naturellement et spontanément. Winston Churchill lui-même a connu cette dure expérience. Lorsqu'il était jeune, il écrivait et apprenait par cœur ses discours. Mais un jour, alors qu'il allait prononcer une allocution au Parlement britannique, il s'arrêta d'emblée, il avait perdu le fil. Embarrassé, humilié, le visage écarlate, il dut se rasseoir. Depuis ce jour, il n'a plus jamais essayé de faire un discours appris par cœur. Si nous apprenons mot à mot, il est probable que nous oublierons tout quand nous nous trouverons devant nos auditeurs. Même si nous retenons le texte, nous le réciterons mécaniquement. Pourquoi? Parce qu'il ne viendra pas du cœur, mais de la mémoire. Quand nous nous adressons à quelqu'un, nous pensons à ce que nous voulons dire, puis nous parlons sans chercher nos mots. Nous l'avons fait toute notre vie. Pourquoi vouloir changer maintenant? En essayant d'écrire et d'apprendre mot à mot, nous courons le risque de faire la même expérience que Vance Busnell. Si ces phénomènes physiologiques ne dépassent pas certaines limites, vous serez capable de penser plus vite, de parler plus facilement et, d'une façon générale, de vous exprimer avec plus d'intensité que lors de circonstances normales. Fait numéro 3. Un grand nombre de conférenciers professionnels m'ont assuré que le trac ne les avait jamais complètement quittés. Ils le ressentent presque toujours. Avant de prendre la parole et pendant les 2 ou 3 premières phrases.
C'est le prix à payer pour être cheval de course et non cheval de trait. Les conférenciers qui prétendent n'avoir aucun trac produisent généralement sur les auditeurs l'effet réfrigérant de l'iceberg. Fait numéro 4. La cause principale de votre peur de parler en public vient simplement de votre manque d'habitude. La peur est faite d'ignorance et d'incertitude, a dit le professeur Robinson. Pour la plupart des hommes et des femmes, parler en public représente une aventure aux inconnus. Redoutable. Pour le débutant, c'est une situation étrange plus difficile, par exemple, qu'apprendre à jouer au tennis ou à conduire. Pour faciliter les choses, il n'y a qu'un moyen, la pratique. Vous découvrirez, comme des milliers d'autres, que parler en public peut devenir une joie plutôt qu'un supplice, simplement en accumulant des expériences réussies. La façon dont un de nos éminents conférenciers, psychologue, Albert Edward Wigham, surmonta sa peur m'a beaucoup appris. Au lycée, il était terrifié à la pensée d'avoir à se lever pour parler pendant 5 minutes. À mesure que le jour se rapprochait, écrit-il, je devenais réellement angoissé. Dès que cette terrifiante pensée me traversait l'esprit, le sang me montait à la tête. Je me réfugiais dans la cour pour me calmer. Ce fut pareil à l'université. À l'occasion d'une fête, j'appris par cœur un petit texte commençant par ces mots, Adams et Jefferson ne sont plus, lorsque je me trouvais face à l'auditoire, la tête me tourna, je ne savais plus où j'étais. Je parvins à balbutier la première phrase. Je ne pus ajouter un mot. Alors je saluai, et sortis solennellement au milieu des applaudissements. Le président se leva et dit, « Eh bien, nous sommes navrés d'apprendre cette triste nouvelle, mais nous allons faire de notre mieux pour ne pas nous laisser abattre. En ces pénibles circonstances, je crus mourir de honte. » Devant l'éclat de rire général qui suivit. Il est certain que devenir conférencier était la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. 1 an après sa sortie du collège, Albert Wigham était à Denver. La campagne politique de 1896 faisait rage autour du Free Silver, spéculation sur la liberté de frapper la monnaie. Un jour il lut un pamphlet expliquant les buts des défenseurs. Il fut si exaspéré par les erreurs et les promesses creuses de Bryan et de ses partisans, qu'il gagea sa montre pour pouvoir retourner dans son Indiana natal. Là, il se proposa pour défendre la monnaie. Beaucoup de ses anciens camarades de classe se trouvaient dans l'auditoire. Quand je me levai, raconte-t-il, le souvenir de ma mésaventure avec Adams et Jefferson me traversa l'esprit. Je bégayais, je bafouillais et tout sembla perdu. Mais, comme Chauncey de Pew aime à le dire, l'auditoire et moi avons survécu à l'introduction. Encouragé par ce succès, je continuai à parler pendant un temps qui me parut de 15 minutes environ. À mon grand étonnement je sus par la suite que j'avais parlé 1h30. Quelques années plus tard, à ma profonde surprise, je gagnais ma vie comme conférencier. J'ai compris, par expérience, ce que William Jarn entend par l'habitude du succès. Albert Edward Wigham apprit que le plus sûr moyen de devenir un communicateur de talent était la pratique. Vous devez vous attendre à éprouver une certaine appréhension et apprendre à compter sur un certain trac pour vous aider à mieux parler. Si le trac se révèle insurmontable et affecte sérieusement vos possibilités, bloque vos facultés, gêne votre élocution ou vous donne des tics nerveux et des contractions musculaires, ne vous désespérez pas. Ces symptômes ne sont pas rare chez les débutants.
Si vous persévérez, votre trac diminuera, jusqu'à devenir une aide au lieu d'une gêne. Vance fut lauréat de l'École des Beaux-Arts de Paris, puis vice-président de l'une des plus importantes compagnies d'assurance du monde. Il y a des années, on lui demanda de faire une conférence à 2000 représentants des SA compagnie lors d'un congrès en Virginie. À cette époque, il n'avait que 2 ans d'expérience dans les assurances, mais il avait si bien réussi qu'on l'avait choisi pour faire un speech de 20 minutes. Vance était enchanté. Il pensait que cela lui donnerait du prestige. Malheureusement, il écrivit son texte et l'a pris par cœur. Il le répéta 40 fois devant son miroir. Il avait tout prévu, les phrases, les gestes, les expressions du visage. Cela devait être parfait. Cependant, quand il se leva pour parler, il avait tout oublié. Dans sa confusion, il recula de 2 pas et essaya de recommencer. Peine perdue, sa mémoire refusait tout service. Il recula encore de 2 pas et chuta du podium. L'auditoire fut secoué par un éclat de rire énorme. Un des spectateurs en tomba même de son fauteuil. Jamais, de mémoire de la compagnie, on avait assisté à pareil spectacle. Le plus drôle, c'est que le public crut que c'était un scénario voulu et préparé, les plus anciens représentants parlent encore. Quant à Vance Busnel, il m'a avoué que ce fut le moment le plus pénible de sa vie. Il fut si humilié qu'il donna sa démission. Ses supérieurs le persuadèrent de la retirer, l'aidèrent à reprendre confiance. Il est devenu, par la suite, un brillant orateur. Mais jamais plus il n'a pris par cœur que son expérience nous serve. J'ai entendu d'innombrables discours que des hommes et des femmes essayaient de réciter par cœur. Tous ces orateurs auraient été plus vivants et plus humains s'ils avaient jeté au panier ce récit laborieusement appris. Ils auraient peut-être oublié un détail ou digressé, mais au moins, ils auraient été humains. Abe Lincoln a dit un jour, « Je n'aime pas entendre un sermon préparé à l'avance. Quand j'entends prêcher, j'aime que le prédicateur réagisse comme s'il se battait avec des abeilles. » Il voulait dire qu'un orateur doit être pris par son sujet. Nul ne réagit comme s'il se battait avec des abeilles quand il cherche à retrouver des mots préalablement préparés. Assemblez et classez vos idées à l'avance. Quelle est alors la meilleure méthode pour préparer une intervention? Simplement celle-ci. Cherchez dans votre passé un événement qui vous a appris quelque chose, puis classez les idées, les convictions, les pensées qu'il vous a suggérées. Pour bien vous préparer, ruminez votre sujet. Comme l'a dit le docteur Charles Reynold Brown il y a quelques années dans une mémorable série de conférences à l'université Yale, pensez votre sujet jusqu'à ce qu'il soit mûr et que les idées affluent. Puis jetez en quelques mots toutes ces idées sur le papier, recopiez-les sur de petites fiches qui, une fois classées, constitueront le plan de votre exposé. Cela ne semble pas être une tâche bien difficile à réaliser, n'est-ce pas? Elle vous demandera seulement un peu de concentration et de réflexion. Parlez de votre sujet avec vos amis. Devez-vous parler de votre sujet après l'avoir un peu débroussaillé? Certainement. C'est une bonne méthode. Simple et efficace. Testez les idées que vous avez choisies pour votre exposé dans votre conversation de tous les jours. Avec vos amis et relations, mais sans insister, dites plutôt par exemple, vous savez, Jean, il m'est arrivé une histoire extraordinaire un jour, j'aimerais vous la raconter. Jean sera
probablement heureux de vous écouter. Surveillez ses réactions. Notez ses remarques. Il peut avoir une idée originale. Il ne se doutera pas que vous vous servez de lui pour répéter votre intervention, ce qui n'a pas d'importance. Mais il vous dira, sans doute, avoir pris plaisir à votre conversation. Allan Nevin, l'historien distingué, a donné un conseil semblable à de jeunes écrivains: trouvez quelqu'un qui s'intéresse à votre sujet et développez-le devant lui. Ainsi, vous découvrirez une interprétation qui aurait pu vous échapper, des arguments que vous n'aviez pas soupçonnés. La forme la meilleure pour votre message. Troisièmement, soyez d'avance certain de votre succès. Cette phrase s'applique à l'attitude mentale à adopter pour pouvoir parler en public. Cette même règle vaut pour le défi qui vous attend maintenant: faire de chacune de vos interventions une réussite. Il y a 3 moyens. Pénétrez-vous de votre sujet. Après avoir choisi et ordonné votre sujet selon un plan logique, vous en avez parlé avec vos amis. Mais votre préparation n'est pas finie. Vous devez vous convaincre de l'importance de votre sujet et avoir l'attitude qui a fait réussir tous les grands personnages de l'histoire, qui est de croire en votre message. Comment mettre le feu sacré dans votre communication? En explorant tous ces aspects, en approfondissant sa signification, en vous demandant comment vos paroles seront profitables à vos auditeurs. Évitez toute réflexion négative susceptible de vous troubler. Pensez que vous allez faire une erreur de grammaire, ou que vous allez passer à la conclusion alors que vous ne saurez qu'au milieu de votre argumentation. Voilà des réflexions négatives qui peuvent vous faire perdre confiance avant même que vous n'ayez commencé. Il est spécialement recommandé d'éviter de penser à vous avant de prendre la parole. Concentrez-vous sur ce que disent les autres intervenants, soyez un auditeur attentif, et vous ne penserez plus au trac. Pratiquez l'autosuggestion. À moins d'être enthousiasmé par une grande cause à laquelle il aura consacré sa vie, tout orateur aura un jour des doutes sur la valeur de son sujet. Il se demandera s'il lui convient, et s'il peut intéresser ses auditeurs. Dans sa perplexité, il sera tenté de le changer. Dans ces circonstances, où l'aspect négatif du problème risque de ruiner votre confiance en vous, il est indispensable de pratiquer l'autosuggestion. En d'autres termes, dites-vous que le sujet vous convient parce que vous l'avez vécu et qu'il est le reflet de vos convictions. Dites-vous que nul n'est plus qualifié que vous pour en parler et que vous ferez de votre mieux pour le mettre en valeur. C'est la vieille méthode Coué? Peut-être, mais les psychologues modernes sont d'accord pour affirmer que l'autosuggestion constitue un stimulant des plus actifs pour apprendre rapidement, même si, au départ, on n'y croit pas. Combien plus puissante alors sera une autosuggestion sincère. Quatrièmement, agissez avec confiance. Le professeur William James, le plus célèbre psychologue américain, a écrit « L'action semble suivre la pensée, mais en fait, action et pensée se produisent simultanément. En réglant l'action qui est sous le contrôle de la volonté, nous pouvons gouverner indirectement les sentiments qui lui échappent. Le remède souverain pour retrouver l'enthousiasme, si nous l'avons perdu, est de nous redresser joyeusement, de parler et d'agir comme si l'enthousiasme était revenu. Si une telle conduite ne nous rend pas plus optimistes, rien d'autre dans cette circonstance n'y parviendra. Pour devenir confiants, agissons comme si nous l'étions. Mettons toute notre volonté et par un acte de courage nous
triompheront de l'appréhension. Suivez les conseils du professeur James. Pour développer votre courage en réunion et en public, faites comme si vous n'aviez pas peur. Naturellement, si vous ne vous êtes pas préparé convenablement, tous les stimulants du monde vous seront de peu d'utilité. Mais, si vous savez de quoi vous allez parler, avancez d'un pas rapide et respirez profondément. Respirez à fond 30 secondes. La réserve d'oxygène vous soutiendra. Le grand ténor Jean de Resque disait qu'en inspirant à fond, sa nervosité disparaissait. Tenez-vous bien droit et regardez vos auditeurs. Commencez à parler avec confiance, comme si chacun vous devait de l'argent. Pensez que c'est le cas. Imaginez qu'ils sont là pour vous demander de leur faire crédit. Cela vous aidera. Si vous doutez de cette méthode, vous changerez d'avis. Après avoir eu une conversation avec n'importe quelle personne l'ayant adoptée, comme vous ne pouvez leur parler directement, écoutez ce témoignage qui restera le symbole du courage. Dans sa jeunesse, l'homme en question était particulièrement timoré. En développant sa confiance en lui, il devint des plus audacieux. C'est le président des États-Unis qui fut le plus aimé, respecté et écouté de ses contemporains, Theodore Roosevelt. Après avoir été un enfant maladif et gauche, a-t-il écrit dans son autobiographie, « Je devins un jeune homme nerveux doutant de mes possibilités. Je me suis entraîné péniblement, laborieusement, tant sur le plan physique que sur le plan moral et intellectuel. Dieu nous a révélé comment il parvint à se transformer. Dans ma jeunesse, j'ai lu un livre de Maria que je n'ai jamais oublié. Le capitaine d'un petit bateau de guerre britannique apprend au héros de l'ouvrage à devenir courageux. Tout homme, dit-il, a peur quand arrive le moment de l'action. Il faut alors garder assez d'emprise sur soi pour agir comme si la peur n'existait pas. Quand on garde cette attitude assez longtemps, elle devient réalité, et l'homme acquiert le courage qu'il n'avait pas. Ce fut la maxime qui me guida. Beaucoup de choses m'effrayaient au début, les ours gris, autant que les chevaux vicieux et les bandits armés, mais en faisant comme si je ne les redoutais pas, je cessais peu à peu d'avoir peur. La plupart des hommes peuvent faire cette expérience s'ils le désirent. Surmonter la peur de parler en public apporte d'énormes bienfaits dans tout ce que nous faisons. Ceux qui parviennent s'aperçoivent qu'ils s'améliorent dans d'autres domaines, et ils constatent que leur victoire les a fait sortir d'eux-mêmes pour les lancer dans une vie plus riche et mieux remplie. Un vendeur m'écrivit un jour, après avoir parlé, au cours de quelques séances, devant les participants du groupe, j'ai senti que je pouvais affronter n'importe qui. Je me rendis un matin chez un client peu aimable et, avant qu'il ait pu dire non, j'avais étalé mes échantillons sur son bureau. Il me passa une des meilleures commandes que j'ai jamais reçues. Une maîtresse de maison a confié de son côté à un de nos responsables de région, j'avais peur d'inviter mes voisins, par crainte de ne pouvoir tenir une conversation intéressante. Quand j'eus suivi quelques-unes de vos séances et pris la parole devant l'ensemble des stagiaires, je lançai ma première invitation. Ce fut un grand succès. Je n'eus aucun mal à rompre la glace en amenant des sujets de discussion qui les intéressaient. En fin de stage, un ingénieur commercial déclara « J'avais peur des clients et je paraissais m'excuser auprès d'eux. Après avoir suivi votre entraînement, je parlais avec plus d'assurance et, miracle, j'allais jusqu'à réfuter les objections. Le total de mes ventes augmenta de 45% dès le premier mois.
Tous ont ainsi découvert qu'ils pouvaient surmonter leurs craintes et leurs anxiétés et réussir là où auparavant ils auraient peut-être échoué. Vous aussi vous verrez que parler en public vous aidera à affronter les difficultés journalières. Vous pourrez aborder les problèmes quotidiens avec une maîtrise nouvelle. Ce qui constituait une situation insoluble peut devenir un tremplin vers plus de joie de vivre.